À l'Isle-sur-la-Sorgue, ce samedi de printemps sous le soleil de Vaucluse, le temps semblait s'être arrêté, figé dans la quiétude habituelle des canaux et des platanes centenaires. Mais sous cette surface paisible, une onde de choc s'apprêtait à déferler sur la France entière, brisant un silence qui durait depuis des années. Renaud, l'éternel rebelle au foulard rouge, l'homme que beaucoup croyaient définitivement perdu dans les brumes de la mélancolie et des excès, venait de commettre l'acte le plus transgressif de sa vieille carrière. Il choisissait la vie. L'annonce de son mariage à 73 ans avec Cerise, une femme qui avait su voir l'homme derrière la légende fatigué, a provoqué une déflagration émotionnelle presque irréelle. Dans les rues de ce petit village provençal qu'il affectionne tant, les murmures des habitants ont vite laissé place à une stupéfaction nationale. Comment cet artiste, cabossé par la vie, dont la voix tremblait et dont le regard semblait égaré lors de ses rares apparitions publiques, avait-il pu trouver la force d'un tel renouveau? Pour le public français, le choc est total, car l'image de Renaud s'était lentement effacée, remplacée par celle d'un vieux compagnon de route luttant péniblement contre ses propres fantômes. On l'avait quitté fragile, presque effacé, et on le retrouvait debout devant l'autel, prêt à prononcer ce « oui » que personne n'osait plus imaginer. Ce mariage n'était pas une simple formalité administrative. C'était une provocation face au destin, une renaissance spectaculaire au cœur même de l'automne de sa vie. Ce moment à l'Isle-sur-la-Sorgue marquait la fin de l'effacement. La flamme que l'on croyait éteinte pour toujours s'est rallumée avec une intensité déconcertante, prouvant à des millions de personnes qu'il n'est jamais trop tard pour sortir de l'ombre. La surprise a laissé place à une espérance folle. Le poète, tendre des rues de Paris, n'avait pas déposé les armes. Il avait simplement attendu que l'amour lui donne une raison de se relever. Pour comprendre l'ampleur du séisme provoqué par sa renaissance actuelle, il faut plonger dans le Paris des années 70 et 80, une époque où Renaud n'était pas seulement un artiste, mais le symbole vivant d'une France insoumise. Dans les cafés enfumés et sur les scènes improvisées des cabarets parisiens, surgit alors un jeune homme mince, presque frêle, dont l'allure allait marquer l'inconscient collectif. Un regard malicieux, un sourire ironique et ce célèbre foulard rouge noué autour du cou qui devint son étendard. Loin des standards de la variété lisse, il impose une voix éraillée, parfois fragile, mais d'une authenticité qui frappe au cœur parce qu'elle ressemble à la vie réelle. Renaud s'établit immédiatement comme la voix des oubliés, le porte-parole d'une classe ouvrière et d'une jeunesse des quartiers populaires qui ne se reconnaissait nulle part ailleurs. Ses chansons ne sont pas de simples mélodies, mais des chroniques sociales d'une poésie brute, racontant les loupards au grand cœur, les amoureux maladroits et les gamins des rues avec un humour grinçant qui refuse toute hypocrisie. Il chante comme un copain qui se confie autour d'une table, abolissant la distance entre la star et son public. Très vite, entre 1975 et le milieu des années 80, le phénomène dépasse le cadre musical. On chante ses textes dans les voitures, dans les cafés et lors des soirées entre amis, transformant ses paroles en une véritable conscience populaire. L'impact de Renaud à cette période est celui d'une onde de choc sociétal. Il incarne une génération qui refuse les conventions, se moque des autorités et cherche sa place dans un monde en mutation rapide après les échos de mai 68. Derrière l'insolence du rebelle et ses coups dans la gueule musicaux, le public découvre une sensibilité à fleur de peau et une tendresse viscérale qui font de lui un poète des rues. Il devient le miroir d'une France qui souffre et qui espère, une figure dont la sincérité absolue empêche toute transformation en star lointaine. Cette image de rebelle tendre va cimenter un lien indéfectible avec des millions de Français, rendant sa chute ultérieure d'autant plus douloureuse pour ceux qui voyaient en lui un compagnon de route éternel. Au cœur de cette ascension fulgurante des années 80, l'image du loupard insolent se fissure pour laisser apparaître une humanité bouleversante grâce à une rencontre capitale. Dominique. Elle devient bien plus qu'une épouse. Elle est la muse qui transforme le révolté en un poète de l'intime, révélant chez Renaud une forme d'amour qui semble alors indestructible, sincère et profondément lumineux. C'est sous son influence que l'artiste délaisse parfois le vitriol pour la tendresse, explorant la fragilité des sentiments humains et la nostalgie d'une pureté perdue. De cette union naît Lolita et avec elle, ce qui restera comme le sommet absolu de la chanson française, Mistral gagnant, écrite dans un moment de grâce pas pure. Alors que le succès est immense et que la musique coule naturellement de son cœur vers le public, la vie de Renaud commence à ressembler de moins en moins à un long fleuve tranquille.
Derrière les projecteurs de la célébrité, là où la lumière est trop forte, elle finit par projeter des ombres encore plus profondes sur l'homme qui semble pourtant tout avoir. Sans que personne ne s'en rende vraiment compte à cette période charnière, des ombres délétères commencent déjà à s'approcher de l'artiste. Le succès colossal, paradoxalement, ne protège de rien. Il agit plutôt comme un amplificateur cruel, exacerbant les joies, mais surtout les failles intérieures les plus secrètes. Chez Renaud, ces failles sont abyssales. Au fil des années et des tournées incessantes, la pression de l'image publique et la fatigue physique extrême commencent à peser d'un poids écrasant sur ses épaules. Celui qui a toujours incarné la liberté et l'insouciance se retrouve peu à peu prisonnier de sa propre légende et de ses doutes incessants. Les blessures invisibles, qu'elles soient anciennes ou nées de l'épuisement professionnel, s'infiltrent lentement dans son quotidien, fissurant la façade de l'idole populaire. L'homme qui faisait chanter la France entière entame alors, dans le secret des coulisses, le combat le plus difficile et le plus dévastateur de son existence, le combat contre lui-même. À l'extérieur, l'illusion de la brillance persiste. Les disques se vendent toujours par millions et les salles de concert ne désemplissent pas, mais la réalité intime de l'artiste est tout autre. Chaque applaudissement semble désormais souligner davantage le vide qui se creuse en lui. Ses blessures personnelles, longtemps tues, commencent à saigner sous le regard d'un public qui ne perçoit pas encore que son vieux compagnon de route est en train de sombrer. Derrière l'insolence et les provocations qui ont fait sa gloire, se cache désormais un homme profondément sensible, dont les défenses immunitaires face à la vie s'effondrent une à une, marquant le début d'une lente descente vers des zones d'ombre que même son immense talent ne suffit plus à éclairer. L'alcool, qui n'était au départ qu'un simple compagnon de soirée entre amis pour célébrer la vie et l'amitié, s'est transformé peu à peu en une présence constante et dévorante. Dans le milieu artistique des années 80 et 90, les excès font presque partie du décor. Et au début, personne dans son entourage ne s'inquiète véritablement de voir Renaud un verre à la main. Pourtant, ce qui semble être une habitude festive devient une fuite désespérée devant une réalité trop lourde à porter. Le breuvage n'est plus un plaisir social, mais un rempart contre l'angoisse, une anesthésie nécessaire pour supporter le poids d'une existence devenue trop intense. Cette dépendance installe une dualité tragique au sein de l'artiste, créant deux versions de lui-même qui se disputent violemment son existence. Sur scène, sous les projecteurs des plus grandes salles de France, la magie opère encore, et le public continue de voir le rebelle magnifique et brillant qui a marqué sa jeunesse. Mais dès que les lumières s'éteignent et que les derniers applaudissements s'estompent, la solitude reprend brutalement sa place, laissant apparaître un homme sombre, silencieux et brisé. Renaud devient prisonnier de lui-même, enfermé dans un cycle où l'homme joyeux et provocateur s'efface derrière une figure de plus en plus fragile et mélancolique. Ceux qui le côtoient à cette époque décrivent ce tiraillement permanent. Un homme capable d'éclairs de génie et de drôlerie, immédiatement suivi par de longues périodes d'ombre et de mutisme. L'alcool devient son seul refuge contre les doutes qui l'assaillent, et la fatigue des tournées qui n'en finissent plus. Les excès finissent par le rattraper, marquant son visage et altérant cette voix autrefois si assurée. Cette lutte intime, menée loin des caméras, mais de plus en plus visible à travers ses fêlures, transforme le poète tendre en un homme cabossé par la vie, un vieux compagnon de route qui semble désormais lutter contre ses propres fantômes. Au tournant des années 90, l'équilibre précaire de Renaud vole en éclats sous l'impact d'un événement qui va marquer un véritable tournant tragique dans son existence. La séparation avec Dominique. Pour cet homme qui a toujours vécu ses sentiments avec une intensité extrême, ce divorce n'est pas une simple rupture administrative, mais une déchirure viscérale, un choc qu'il encaisse comme une blessure mortelle. Dominique était bien plus qu'une épouse. Elle était le pilier de sa stabilité, la muse lumineuse derrière ses plus belles déclarations d'amour et le rempart contre ses démons intérieurs. Sa disparition du quotidien de l'artiste laisse derrière elle un vide immense, une absence qui transforme son univers en un désert affectif. Cette rupture agit comme un catalyseur de sa chute, plongeant Renaud dans une dépression profonde et dévorante. L'amour qui, autrefois, irriguait son inspiration et donnait naissance à des chefs-d'œuvre de tendresse, se transmue en une source de douleur pure, rendant les mots plus sombres et le regard infiniment plus mélancolique. Privé de son ancrage, l'artiste perd pied. La solitude, qu'il redoutait tant, s'installe durablement, exacerbant ses failles et ses doutes. Dès le début des années 2000, le public découvre lors de rares apparitions télévisées un homme qui semble avoir renoncé à lutter, un artiste brisé qui ne parvient plus à masquer sa tristesse, même derrière son humour légendaire.
Les conséquences de ce séisme personnel sont visibles sur son corps et dans sa voix, qui devient plus fragile, plus tremblante, comme si elle portait le poids d'une existence devenue trop lourde. Renaud ne chante plus la révolte, il subit son propre effacement, s'éloignant progressivement du monde pour s'enfermer dans un silence inquiétant. Ce vide sentimental devient le terreau d'une déchéance où l'alcool n'est plus un excès, mais une nécessité pour anesthésier la souffrance de cette perte. Pour les millions de Français qui l'aiment, voir ce compagnon de route se perdre ainsi dans les méandres de sa propre mélancolie est une épreuve presque aussi douloureuse que pour l'artiste lui-même, témoignant de la fin d'une époque de lumière et du début d'une longue traversée du désert. Après la chute brutale consécutive à son divorce, Renaud s'enfonce dans une période de claustration et de déshérence que les observateurs qualifieront plus tard de mort clinique sociale. Entre la fin des années 2000 et le milieu de la décennie suivante, le poète de Mistral gagnant disparaît des radars, se retranchant dans sa demeure de l'île sur la Sorgue ou dans des repères parisiens sombres. Lorsqu'il consent à de rares apparitions publiques, le choc visuel pour la France est dévastateur. L'icône de la jeunesse insoumise n'est plus que l'ombre d'elle-même. Son visage est marqué par une fatigue millénaire, ses mains tremblent de façon incontrôlable, et son regard, autrefois si perçant et ironique, semble désormais perdu dans un horizon que lui seul perçoit. Sa voix, cet outil qui avait porté les espoirs d'une génération, s'est mué en un râle rocailleux et incertain, incapable de tenir une note sans se briser. Cette déchéance physique devient la proie favorite des gazettes et des journaux à scandale. Les titres de presse, cruels, s'interrogent ouvertement sur la fin imminente de l'artiste, décrivant un homme en fin de course qui se laisse mourir à petit feu. On parle d'un naufrage en direct. Le public, de son côté, oscille entre la pitié et une angoisse profonde. Les réseaux sociaux et les courriers de fans débordent de messages de détresse. On craint chaque matin d'apprendre la nouvelle fatidique. Cette inquiétude généralisée transforme Renaud en une figure tragique vivante, un martyr de sa propre sensibilité qui semble avoir abandonné tout désir de résistance. Les rumeurs de rechute permanente dans l'alcoolisme et de séjours en clinique de désintoxication finissent de dessiner le portrait d'un homme qui a lâché les amarres, incapable de retrouver le chemin du studio ou de la scène. Dans cette solitude qu'il s'est lui-même imposée, Renaud se mure dans une nostalgie maladive. Il vit entouré de ses souvenirs, de ses collections de jouets anciens et de ses livres, comme s'il tentait de reconstruire un cocon d'enfance pour échapper à la violence du présent. La réalité extérieure n'a plus prise sur lui. Ses proches s'alarment de le voir rester des journées entières sans prononcer un mot, prostré devant une télévision éteinte ou fixant les eaux de la Sorgue. Il a littéralement lâché le volant de son destin, laissant la dérive l'emporter vers un oubli volontaire. Pour beaucoup, le glas a sonné. Le phénix ne semble plus avoir la force de renaître de ses cendres, et cette longue absence ressemble de plus en plus à un adieu définitif, une disparition silencieuse d'un géant qui a choisi de s'éteindre loin du bruit du monde, terrassé par le poids de ses propres démons. Alors que le phénix semblait avoir définitivement replié ses ailes dans l'obscurité de l'Isle sur la Sorgue, le destin a choisi une banale soirée de douceur provençale pour orchestrer l'imprévisible. Nous sommes en septembre 2022, lors d'un dîner entre amis sous la treille d'un jardin baigné par la lumière déclinante du sud. Au milieu des rires et du cliquetis des couverts, une femme nommée Christine, que Renaud surnommera affectueusement Cerise en raison de ses boucles d'oreilles, fait son entrée dans l'univers clos de l'artiste. Ce n'est pas l'irruption d'une fan cherchant l'idole, ni celle d'une courtisane de la célébrité. C'est la rencontre entre deux solitudes qui s'apprivoisent sans artifice. Cerise n'appartient pas au monde du spectacle et, plus crucial encore, elle ne s'intéresse pas au piédestal sur lequel la France a placé Renaud depuis 40 ans. Pour elle, l'homme assis à cette table n'est pas le monument de la chanson française, ni le poète maudit aux millions d'albums vendus, mais simplement un homme aux yeux clairs dont la fragilité appelle la bienveillance. Cette absence totale de fascination pour le mythe agit comme un électrochoc sur Renaud. Pour la première fois depuis des décennies, il n'a plus besoin de jouer le rôle du rebelle ou de porter le masque du chanteur énervé pour exister dans le regard de l'autre. Le basculement se produit dans l'intimité de cette nuit étoilée, lors d'un échange où les mots comptent moins que l'écoute. Cerise pose sur lui un regard de vérité, un regard qui traverse les stigmates de la maladie et des excès pour atteindre l'âme restée intacte. Elle lui parle de la vie réelle, des choses simples, sans jamais évoquer la gloire passée. Cette déconnexion brutale avec son statut de légende est précisément ce qui sauve Renaud. Il se sent enfin autorisé à être un homme ordinaire, vulnérable et digne d'être aimé pour ce qu'il est, et non pour ce qu'il représente.
C'est dans ce jardin nocturne que la fissure par laquelle entrait le noir commence à laisser passer la lumière. La présence de Cerise, calme et ancrée dans le présent, devient immédiatement une boussole pour l'artiste égaré. Elle ne cherche pas à le soigner par la force, mais elle lui offre, par sa simple existence, une raison de vouloir guérir. À 70 ans passés, celui qui croyait avoir tout vécu et tout perdu réalise, dans le silence de cette rencontre fortuite, qu'un nouveau chapitre est possible. La cerise sur le gâteau d'une vie tourmentée vient de donner le signal d'un retournement historique. Le vieil homme fatigué décide, ce soir-là, de ne plus se laisser mourir, car quelqu'un a enfin vu en lui autre chose qu'un fantôme du passé. L'entrée de Cerise dans la vie de Renaud n'a pas été un coup de tonnerre hollywoodien, mais une infusion lente et méthodique de lumière dans un organisme qui s'était habitué aux ténèbres. À L'Isle-sur-la-Sorgue, loin du tumulte parisien et des exigences de l'industrie musicale, le couple a instauré une routine de la normalité, une thérapie par le quotidien. On a commencé à apercevoir le chanteur, non plus prostré, mais déambulant entre les étals du marché local le dimanche matin, choisissant des fruits, échangeant des banalités avec les maraîchers. Ces gestes anodins pour n'importe qui étaient, pour lui, des victoires monumentales sur l'agoraphobie et la dépression qui l'enchaînaient depuis des décennies. Cerise a compris que pour soigner l'artiste, il fallait d'abord sauver l'homme en le réancrant dans la simplicité de la terre provençale. Leurs après-midi se sont mis à graviter autour de plaisirs intellectuels et sensoriels partagés. De longues discussions sur la littérature, la relecture de classiques, et surtout, un retour progressif vers la musique, mais cette fois sans l'ombre de la compétition ou de la peur de l'échec. Dans le secret de leur jardin, Renaud a retrouvé le goût des mots. Il a recommencé à griffonner sur ses carnets, non plus pour satisfaire un contrat de maison de disques ou pour combler l'attente d'un public avide de nouvelles morgues, mais par pure nécessité organique de s'exprimer. L'écriture est redevenue un jeu, une caresse, une façon de célébrer le présent. On a vu son visage changer, les traits se détendre et ce sourire ironique que l'on croyait perdu à jamais sous le poids des épreuves, réapparaître au coin de ses lèvres lors de leur sortie discrète dans les petits restaurants de la région. Ce qui rend cette période si singulière, c'est la nature même de leur lien, un amour dénué de tout caractère spectaculaire ou excessif. Il n'y a pas de mise en scène, pas de quête de validation médiatique, juste une quête de paix. Cerise est devenue son port d'attache, une présence calme qui ne demande rien d'autre que la sincérité. Cette tranquillité d'esprit a opéré une métamorphose chimique chez Renaud. Il a réduit ses consommations toxiques, a retrouvé un sommeil réparateur et une clarté d'esprit qu'il pensait avoir définitivement noyée. Cet amour-remède a partition la plus complexe et la plus lumineuse qu'il ait jamais eu à diriger. À travers ce cri qui s'apprête à jaillir, Renaud accède à une forme d'éternité bien plus réelle que celle de la gloire, celle de la lignée où le rebelle au foulard rouge transmet enfin son feu sacré à une génération qui n'a pas encore peur de demain. Chaque battement de cœur de cet enfant est désormais le métronome d'un homme qui a décidé que sa plus belle chanson restait à vivre, au-delà des mots, dans le souffle d'un berceau. Au-delà de la renaissance artistique et de l'annonce d'une nouvelle vie, le véritable point d'orgue de cette épopée humaine se joue dans l'intimité du cercle familial, la réconciliation finale entre un père et sa fille. Lors de ce mariage mémorable à L'Isle-sur-la-Sorgue, la présence de Lolita aux côtés de Renaud n'était pas un simple acte de présence, mais le symbole puissant d'une blessure refermée. Après des années de silence, de malentendus et de souffrances causées par les errances et les démons de l'artiste, voir Lolita sourire au bonheur de son père est la preuve que l'amour filial peut triompher des erreurs les plus sombres. Le moment où elle a glissé cette phrase bouleversante « Enfin, je vois mon père heureux » a scellé la fin d'un long hiver familial. À 73 ans, Renaud n'a pas seulement retrouvé une femme et un enfant à naître. Il a retrouvé sa place de père, regagnant le respect et la tendresse de celle qu'il avait tant chantée autrefois. Cette harmonie retrouvée est le plus beau cadeau de sa vieillesse, une rédemption silencieuse qui prouve que même après les tempêtes les plus violentes, le pardon est possible. En brisant son silence, Renaud a rappelé au monde que la lumière peut jaillir au moment où l'on s'y attend le moins, transformant un destin que l'on croyait brisé en une leçon de vie universelle. À 73 ans, alors que le monde le croyait à terre, il a choisi de se relever, de choisir l'amour et de recommencer à zéro. Ensemble, diffusons ce message de tolérance et d'espoir. Offrons à Renaud, cet artiste qui a consacré toute sa vie à la musique et à la vérité, notre plus profonde empathie. Si vous êtes touché par ce parcours de renaissance miraculeux, soutenez-nous par ces gestes simples. Cliquez sur j'aime, like pour encourager l'esprit de cette légende. Partagez, share cette vidéo pour semer des graines de confiance auprès de ceux qui traversent des impasses dans leur vie. Abonnez-vous, subscribe.